Il nous rejoint, Igor Demac. Bonjour Igor. Bonjour Guillaume. Dirigeant associé de Vital Épargne, bienvenue, on est ravis de vous retrouver. Vous allez rendre votre verdict face au marché. Ce moment qu'on va vivre, ce verdict que vous allez rendre, est-ce que vous l'assumez ? Oui. On vous écoute. J'assume d'acheter désormais des valeurs non technologiques. Ah ouais. Vous assumez d'acheter les valeurs non technologiques. Et Igor, ça existe à l'heure actuelle, des valeurs qui ne soient pas tech ? Écoutez, les trois que j'ai en tête sont plus des valeurs traditionnelles qui fournissent des services, des produits, que des valeurs purement technologiques ou liées à l'intelligence artificielle. C'est vrai, parce qu'on a tout autour de nous tout un tas d'entreprises qui ne sont pas directement liées à la tech, qui veulent être des entreprises tech et se raconter comme des entreprises tech. Donc des fois, c'est un petit peu compliqué de dénouer les chevaux. Oui, après, l'intelligence artificielle ou la technologie, c'est un peu, on est peut-être un peu trop jeune, mais c'est un peu comme l'apparition de l'informatique dans l'économie il y a une quarantaine d'années. Donc c'est sûrement quelque chose de disruptif, mais quand vous fabriquez des moteurs d'avion comme Safran ou que vous construisez des autoroutes comme Vinci ou que vous avez une chaîne de distribution mondiale de produits de luxe, vous êtes un peu moins sujet à ces problématiques, même si vous utilisez l'informatique, l'intelligence artificielle et les données. Bien sûr. Donc c'est haro sur la tech, votre stratégie là pour la suite ? Non, j'ai dit qu'il fallait acheter des valeurs non technologiques. J'ai pas dit qu'il fallait vendre des valeurs technologiques comme été formé par les jésuites. J'y réponds un peu à tout, mais le but là-dedans, c'est de dire on a des très très belles publications. Les trois sociétés dont je vous ai parlé, Vinci, Safran, Kering, trois modèles économiques différents, trois histoires d'investissement différentes, avec des multiples de valorisation très attractifs pour Vinci, une stratégie dividendaire aristocratique, je dirais, depuis une vingtaine d'années, avec une stratégie financière aussi très bien pilotée. Oui. Safran... Un titre, Vinci au plus haut historique, il ne faut pas avoir peur des valeurs au plus haut historique, hein, c'est aussi le message du coup. Non, s'il n'y a pas de contrariété sur les agrégats opérationnels et qu'il n'y a pas de dette, que c'est bien géré, moi j'aime vraiment bien les sociétés qui ont des vraies stratégies financières, soit de désendettement comme Kering, qui a fait un cash flow de 4,4 milliards, notamment avec la cession de l'immobilier, soit parce qu'il y a de la croissance et qu'il y a une trésorerie nette au bilan comme Safran. Et Safran, c'est cher, mais Safran, c'est 12 à 14% de chiffre d'affaires en prévision de croissance l'année prochaine. Donc, c'est des valeurs, on ne va pas les taguer comme intelligentes artificiellement, technologiquement, mais en termes boursiers, vous voyez la performance de Safran. Et la performance de Vinci, c'est tout à fait acceptable dans un portefeuille. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Et Safran, vous faites bien d'en parler, parce que Safran a publié ce matin, c'est un carton. Le titre gagne 10% aujourd'hui, porté par les Rafales, notamment les commandes de Rafale. Le moteur M88 et puis la méga commande indienne, et puis le moteur LEAP, enfin tout ce qui fait en fait cette force et cette richesse de la côte européenne, aller chercher des valeurs industrielles qui ont des empreintes géographiques de production mondiale et qui sont leaders. Et l'aéronautique est encore un secteur où l'Europe est quasiment devant tout le monde. Voilà, et évidemment une immense demande militaire aussi dans l'aviation civile, on n'oublie pas bien sûr, d'ailleurs sur le marché secondaire, les moteurs de Safran sont très très demandés, les moteurs d'aviation civile sur le marché secondaire, et puis vous citiez Vinci dans les infrastructures, évidemment il y a de grands plans à venir aussi ici en Europe. On est à la moitié des publications, la moitié des entreprises européennes ont publié là. Quelle première sensation avez-vous sur ces publications ? Alors, il y a les bonnes surprises ou les bons élèves de la classe. On n'a pas cité Hermès, mais qui aussi a fait une belle publication. Puis, il y a les déceptions. On a vu Sanofi, on voit L'Oréal, qui sont confrontés là plutôt à l'atonie, particulièrement de la demande chinoise. C'est toujours une partie du monde qui n'a pas repris du tout son rythme de croissance de consommation, je dirais, d'avant Covid. Et puis, on a des sociétés qui déçoivent parce qu'elles ne croissent pas assez vite, mais qui sont toujours aussi... on avait vu Essilor Luxottica, c'était une histoire plutôt de marge. C'était des très bons résultats, mais après, les investisseurs font un peu le tri. Je dirais que ce sont quand même des très très bonnes valeurs européennes à avoir en portefeuille aujourd'hui. Alors, il y a eu le sommet européen, qui était quand même un moment important en termes de déclaration d'intention économique. Est-ce que le secteur industriel, de manière générale en Europe, est à regarder, pourrait bénéficier des dynamiques de ce sommet ?
Oui, c'est un peu le seul secteur sur lequel on doit se focaliser en Europe, hein, parce qu'en termes de les banques, je crois qu'on a un des secteurs les mieux régulés, on a beaucoup d'épargne, les consommateurs sont là, mais l'attrition, particulièrement en France, de la base industrielle européenne est quelque chose qui nous différencie des pays émergents et des grandes puissances que sont les États-Unis, le Japon ou la Chine. Et c'est avec la dégringolade de l'automobile qui est un sérieux avertissement sur nos plateformes industrielles. Oui, et donc a eu lieu hier ce sommet des chefs d'État et de gouvernement européens pour relancer l'industrie à travers, alors voilà les priorités qui ont été annoncées et on espère qu'elles seront vite engagées. Une réforme du marché de l'électricité et du droit de la concurrence, la mise en place d'une préférence européenne, l'union des marchés de capitaux. Vous avez le sentiment que, ce qui a été annoncé, ce sommet va véritablement permettre ce pas en avant que vous attendez, ou au contraire, on va passer de quoi par rapport au rapport Draghi, de 13% du rapport Draghi déjà mis en œuvre à juste 14%, et puis c'est tout Ouais, là, malheureusement, le track record de l'Europe sur beaucoup de plans n'est pas toujours très bon. Il y a quand même le plan sur les infrastructures et les infrastructures vertes qui a quand même beaucoup aidé des pays comme l'Italie. Il y a la régulation bancaire qui est vraiment un exemple de ce qu'il faut faire. Il y a l'euro qui est une monnaie très solide. Donc, je ne vais pas être pessimiste sur tous les sujets, mais malheureusement, pour développer une plateforme industrielle, comme pour développer une mine, hein, ça prend entre 15 et 20 ans. C'est ça. Donc, toutes les bonnes actions sont bonnes à prendre, mais en fait, c'est la pérennité de l'engagement politique qui, dans les démocraties actuelles, est très fragilisée. Alors, c'est très intéressant de suivre les grandes évolutions de marché, les questions que se posent aussi les marchés. L'IA qui risque de disrupter un certain nombre de secteurs, mais le marché va peut-être trop loin sur ces secteurs. On voit les tout petits acteurs de l'IA venir remettre en cause des positions ancrées depuis des décennies. On a vu hier les acteurs de la logistique souffrir juste parce qu'un tout petit acteur comme ça apporte des chiffres manifestement magnifiques d'augmentation des volumes de fret dans la logistique sans recourir à plus de personnel. C'est pas mal. Et ce, grâce à l'IA. Très bien. Donc tout le secteur a souffert. Est-ce que l'IA est un outil à même de réégaliser les choses, des tout petits acteurs qui viendraient concurrencer d'un coup d'un seul des gros, les cols bleus qui souffrent depuis des décennies, les cols bleus, les ouvriers, les travaux manuels, qui cette fois ont peut-être une revanche à prendre parce que l'IA va pas les disrupter contrairement aux cols blancs. Est-ce que l'IA, fruit du capitalisme quand même, l'IA va réégaliser le monde? Déjà, les cols bleus, en tout cas pour la France, il n'y en a plus beaucoup. Donc on est dans des activités et des économies de services. Entre le col bleu et le col blanc, il y a peut-être le col bleu ciel, mais c'est surtout les jobs très administratifs, donc des jobs qui sont quand même un peu en bas de la pyramide, qui vont beaucoup souffrir. Après, l'intelligence artificielle, pour moi, c'est la troisième jambe ou le troisième côté du triangle de la flèche. On a eu Internet, les grands réseaux qui ont construit des données, et maintenant on a la pointe de la flèche, qui est l'intelligence artificielle, qui utilise évidemment tout ça. Donc, ça fait partie du capitalisme, la disruption, la concurrence, le petit contre le gros, la croissance contre la rente. Donc on est dans cette thématique-là. Après, aujourd'hui, on a beaucoup, à mon avis, de phénomènes plutôt de couverture de short, de trading, de placement spéculatif. On l'a vu sur les métaux précieux récemment. Donc je ne ferai pas de conclusion générale sur l'IA. Tout le monde, comme l'informatique, comme les logiciels à un moment, va se doter de moteurs et d'accélération de l'efficacité. Quand on améliore la productivité, oui, ça joue sur l'emploi, mais comme de plus en plus dans les sociétés modernes, le nombre d'heures travaillées par personne diminue, je pense qu'il va falloir que des robots fassent le travail pour nous. Igor Demac et sa vision Vital Épargne, merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui, Igor.